Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de savoir quel est le réalisateur qui m'a fait le plus pleurer au cinéma. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, franchement, que pleurer au cinéma? J'adore ça quand ça m'arrive, mais qu'est-ce que je suis... c'est fort, quoi. Franchement, de réussir à pleurer devant un film, c'est quelque chose que je recherche. Tous les films ne sont pas faits pour faire pleurer, je ne demande pas à tous les films de me faire pleurer, mais quand ça arrive, ça reste un sentiment très fort et un moment quasiment inoubliable. Et là, récemment, je me suis posé la question, c'est qui le réalisateur qui a réussi à me faire le plus pleurer? Voilà, combien de films d'un réalisateur m'a fait pleurer le plus? Donc j'ai cherché, et on va en parler dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui va durer un peu de temps, parce que globalement ça va aussi me permettre de parler des films qui m'ont ému, et de qu'est-ce qui me fait pleurer au cinéma. Alors quand je dis au cinéma, je parle aussi des films que j'ai découverts chez moi. Globalement c'est par le biais d'un film. Je vais pas parler des séries, parce que j'ai aussi pleuré grâce à des séries, hein, Lost, Last of Us, tout ça quoi. The Office aussi, hein, oui. J'ai aussi pleuré en lisant des livres, en lisant des BD, même en jouant aux jeux vidéo, mais on va se concentrer sur le cinéma. Alors rapidement, qu'est-ce qui a tendance à me faire pleurer au cinéma facilement? Bon, on a tous ces trucs, hein, des affects particuliers. Moi, je vous avoue qu'il y a plusieurs trucs qui fonctionnent vraiment bien. Un des premiers trucs, c'est l'adieu, les adieux. On en parlait avec David de Film Talker, c'est vrai que moi, les adieux au cinéma, ça marche très très fort, hein, voilà, dès qu'une aventure se termine, que des personnes se disent au revoir, qu'on sent que c'est la fin de quelque chose, ça a tendance à m'envahir très très fort et à fonctionner. Donc évidemment, il y a le deuil, hein, qui fait partie des adieux, mais pas nécessairement d'ailleurs. Le deuil, c'est pas forcément ce qui marche le plus. Moi, c'est vraiment le côté la fin d'une aventure, plus que quelqu'un est mort. Il y a l'altruisme, le sacrifice, le fait de faire une action vraiment positive pour les autres et de pas en tirer grand-chose, voire de se sacrifier. C'est un sentiment qui marche très bien sur moi. On va avoir des exemples dans cette vidéo de moments d'altruisme fort, de sacrifice, qui vont me faire monter les larmes, et ça souvent c'est quelque chose qui marche très très fort, hein. Je parlais de Lost, mais évidemment j'ai pleuré au sacrifice de... Oh là là, mais je me rends compte que j'allais spoiler Lost, je vais pas le faire. Voilà. Donc bref, il y a une scène dans Lost, et ceux qui savent, savent. Et le troisième sentiment qui vraiment fonctionne bien sur moi aussi, c'est l'injustice. Voilà, cette espèce de sentiment d'injustice qui peut t'envahir. C'est quelque chose qui souvent me fait pleurer, parce que j'aime pas ça, l'injustice, j'aime pas ça du tout. Et quatrième sentiment, il y a la nostalgie, ça regroupe un peu le premier. Voilà, c'est la nostalgie, le fait de repenser à quelque chose qui est perdu et qui revient. Alors ça revient aussi sur le rapport aux enfants, c'est pas lié à la nostalgie, mais cette espèce de sentiment de... Ouais, le rapport enfant, aujourd'hui, maintenant que je suis devenu père, c'est vrai que c'est quelque chose qui me frappe plus qu'avant. Évidemment, on en parlait aussi encore une fois avec David de Film Talker, j'ai remarqué que plus le temps avance, plus je pleure souvent devant les films. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait c'est pas nécessairement que je suis devenu plus sensible aux choses, c'est qu'en fait il y a plus de sujets avec lesquels j'ai un lien émotionnel fort. Voilà, parce que forcément, quand t'es jeune, que t'as 14-15 ans, la parentalité, tu l'as que du point de vue de l'enfant, tu l'as pas du point de vue de l'adulte, donc il y a toute une lecture que tu n'as pas, que tu ne ressens pas de manière émotionnelle. Pareil pour les fins d'aventure, t'as peut-être pas vécu tant de fins d'aventure que ça. Pareil pour le deuil, t'as pas encore perdu de gens, donc t'as pas ce rappel à des événements de ta vie qui vont décupler l'émotion et faire que les larmes vont se mettre à couler. Après, il y a sûrement d'autres exemples. Moi, j'aime beaucoup aussi, voilà, tout ce qui est scènes de liesse, comme les concerts, les scènes où quelqu'un va faire quelque chose, va s'épanouir, voilà, d'épanouissement général, et une séquence où quelqu'un va s'éclairer devant tout le monde, et les gens vont ressentir cette capacité que la personne va avoir à se surpasser. C'est des séquences qui peuvent fonctionner très fort sur moi. Je pense notamment dans les films de sport ou les films musicaux, les films sur des concerts, ce genre de trucs. Je peux avoir la larme facile au moment de l'acte final, de la victoire finale. Voilà, par exemple, c'est vrai que vous prenez Rocky qui est derrière moi, je pleure à la fin de Rocky, au moment où Adrienne voit Rocky après son combat, quoi. Parce qu'il y a un surpassement de la personne de Rocky qui me terrasse, et c'est par le regard d'Adrienne que ce terrassement passe, évidemment, par cet amour, par le fait qu'il s'est battu pour elle, finalement, et ça m'affecte, et à chaque fois je pleure. Et voilà, ça marche bien. Donc, ça étant dit, ça me dit pas quel réal a fait le plus de films qui a réussi à me faire pleurer dans ma vie. Voilà, alors je peux vous donner le chiffre déjà d'office, parce que j'ai déjà fait les comptes, c'est 4. S'il y a un réal qui a réussi à faire 4 films, pas 8, 4 comme ça, qui m'ont fait pleurer. Voilà, donc on va remonter le temps, mais d'abord on va parler de ceux qui ont fait un film qui m'a fait pleurer. Donc il y a eu des one-shots très très efficaces, hein, des films qui m'ont, bien frappé. Je vais les mentionner pour ceux qui connaissent pas. Le film qui m'a fait le plus pleurer de toute ma vie, c'est-à-dire que j'ai pleuré quasiment à partir de la 20e minute jusqu'à la fin du film. Alors je l'ai vu, j'ai pleuré qu'une seule fois en le voyant. Quand j'ai revu, je n'ai pas
repleurer. Donc c'est aussi un signe. C'est un film que j'ai vu quand j'étais ado, faut aussi mettre ça en perspective. C'est un film avec Sean Penn qui s'appelle Sam, je suis Sam. Donc c'est avec Sean Penn, Michelle Pfeiffer et Dakota Fanning, je crois. Et c'est l'histoire d'un père qui se retrouve à élever une gamine parce que la mère l'a abandonné à la naissance. Et ce père, interprété par Sean Penn, est déficient mental. Voilà, donc, il galère. On va lui retirer la garde de sa fille parce qu'on considère qu'il n'est pas apte à s'en occuper parce qu'il a merdé une journée ou un truc comme ça. Et donc, c'est tout le parcours de ce père pour faire en sorte d'obtenir un boulot, d'avoir une vie stable pour pouvoir profiter de sa fille, s'occuper de sa fille, mais le questionnement aussi de est-ce que vraiment c'est une bonne chose que ce père s'occupe de cette fille? Est-ce que c'est pas mieux pour cette fille qu'elle soit ailleurs et qu'elle puisse avoir un droit de visite avec son père, tout ça? Oh là là là, ce film, oh, il m'a eu, mais alors en beauté, franchement, je vous le recommande, hein, c'est un beau film bien mélo comme il faut. Mais alors qui frappe fort, je peux vous dire que l'interprétation de Sean Penn, elle est hyper touchante, c'est cette situation de fragilité, d'un combat, de quelqu'un qui est Sean Penn, il fait de son mieux, quoi. Il fait de son mieux, mais bon, il a un handicap, il est limité, et tout le monde autour de lui essaye de l'aider, mais il y a une forme de pitié qui s'installe. Et franchement, cette relation père-fille, elle me dévaste. Et je me rappelle, c'est la fois où j'ai le plus pleuré devant un film, c'est Sam, je suis Sam. Redoutable. Deuxième gros coup de poing, parce que celui-là, je peux vous dire que je m'y attendais pas, et il est connu dans le milieu des gens qui pleurent devant les films, comme étant un uppercut qui te chope un peu avec ta garde baissée, hein. C'est Le Secret de Terabithia. Alors, ceux qui ont découvert Le Secret de Terabithia, comme je l'ai découvert, je sais qu'on est plutôt nombreux, parce que il a fait un peu le même effet à tout le monde. Terabithia, à l'époque, c'est sorti un peu après Narnia, donc il y avait cette vibe Narnia. En plus, la bande-annonce était très très Narnia style, genre deux enfants qui vont dans un monde magique où ils doivent combattre un sorcier. Tu te dis, ah ouais, ok, donc ça va être Narnia, quoi, vraiment. Et vraiment, j'y suis allé en me disant, je vais voir un petit film d'aventure sympa avec des enfants qui vont dans un monde fabuleux. Et en fait, le film, c'est pas du tout ça. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment une partie, mais alors, au-delà de l'infime du film, en fait, c'est vraiment l'histoire d'un gamin qui est mal dans sa peau, qui a une voisine de son âge dont il tombe plus ou moins amoureux, mais c'est un amour enfantin, donc un amour platonique, de l'amitié plus, de l'amitié voilà, très forte, et où il y a ce monde imaginaire qui va constituer un peu une soupape dans la vie de tous les jours, de la réalité, où ils vont projeter leurs problèmes, et donc régler leurs problèmes dans ce monde imaginaire en parallèle du monde normal. Mais en fait, le monde imaginaire, il prend 1/5 du film, hein, et donc je vais pas spoiler le film, mais il y a un moment, il se passe des choses, et vraiment cueilli, parce que j'ai été cueilli. Je pense que c'est vraiment dû au fait que je m'attendais tellement pas à rentrer dans ce récit finalement très resserré, intimiste, sur ce mal-être préadolescent. Et voilà, et c'est très fort, et vraiment, je sais que j'ai entendu plusieurs podcasts de gens, quand ce film est mentionné, il y a des gens qui ont vécu la même chose que moi, à avoir le coup de la chialade qui débarque, parce que franchement, c'est bien foutu. Et donc, gros uppercut. Bon, voilà, c'est le seul film du réel qui m'a fait pleurer, mais en tout cas, il a bien réussi son coup. Le coquin. Et troisième film qui m'a bien cueilli aussi, parce que là, je parle de films, c'est pas genre des grands films où on sait que c'est des trucs reconnus comme étant des gros films émotionnels de malade, quoi. Non. Et c'est Marley et moi, écoutez. Marley et moi, avec Jennifer Aniston, avec Owen Wilson, qui donc parle d'un labrador. Qui est la bande-annonce, pareil, ça te laisse suggérer que ça va être un espèce de Beethoven, un peu bizarre, où tu vas avoir un chien qui fait plein de bêtises, et en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est la vie d'une famille par le prisme de la vie du chien. Donc il y a les petites scènes où il fait le con et tout ça, mais globalement, c'est vraiment un film où tu traverses la vie d'une famille avec, en suivant en fait la vie du chien qui va vivre dans cette famille, donc les déménagements, le couple, les enfants, l'évolution naturelle des choses. Et ça fonctionne très bien. Voilà, là vraiment, je veux dire, je me suis fait avoir par le film. Alors moi, j'ai pas de problème à me faire avoir. Quand je dis me faire avoir, c'est pas un problème, c'est tant mieux. C'est juste que vraiment, il m'a touché. Je me suis laissé embarquer par le récit, par cette famille, par ce rapport au chien. Alors pourtant, je suis pas du tout quelqu'un qui a un truc particulier avec les animaux de compagnie, mais c'est vrai que les animaux de compagnie ont ce problème, ou en tout cas cette notion qu'ils meurent plus tôt que nous. Ils vivent une quinzaine d'années, tu vois, donc à l'échelle d'une vie, tu peux en avoir plusieurs, mais surtout, tu vas connaître normalement de ton vivant la mort d'un animal de compagnie quand tu l'adoptes. Et donc, ça parle de ça, mine de rien. C'est quelque chose que je trouve intéressant, parce que c'est vrai que ça confronte, par exemple, les enfants
à la mort, au deuil, à l'abandon, au fait de devoir dire adieu. Et donc, c'est des notions assez sérieuses et lourdes qui sont encapsulées par l'animal de compagnie. Et donc, le film parle de ça de manière très, très jolie. C'est ricain à souhait, hein, c'est mielleux, c'est un peu mélo aussi, mais je l'ai vu qu'une fois et je me souviens avoir été vraiment, vraiment affecté. Et donc, il est dans cette petite liste de films qui m'ont fait pleurer. Après, pour mentionner un peu en vrac d'autres films qui m'ont bien fait pleurer, L'Homme bicentenaire, c'est le seul film de Chris Columbus qui m'a fait pleurer, avec Robbie Williams. Robbie Williams, il a quelques films où il a réussi à me faire pleurer. On peut penser à Dr Patch, on peut penser donc à L'Homme bicentenaire notamment. Ça, pareil, on est sur le rapport de la fin d'une aventure, de voir le temps qui passe, de prendre la mesure du temps qui est passé. C'est des notions qui fonctionnent très bien sur moi. Un réalisateur qui m'a fait pleurer qu'une seule fois aussi, mais je crois qu'il y a d'autres films qui peuvent fonctionner, c'est Lars von Trier avec Dancer in the Dark. Dur, très dur comme film, voilà. Donc ça, pareil, en plus là, vous combinez à la fois le rapport un peu d'injustice, le rapport de personnages vraiment fragiles, avec la musique, avec le rapport musical. C'est un film musical avec Björk, et dévasté, ce film m'a ravagé. Donc Dancer in the Dark, si vous avez envie d'avoir une larme à l'œil, n'hésitez pas, c'est un film dur, hein. Franchement il est pas fastoche, mais il est très très beau aussi, donc ça marche bien. Ouais, je parlais des adieux, c'est vrai qu'il y a un film qui marche bien là-dessus, hein, c'est Big Fish. Là on parle adieu, rapport père-fils. Très beau film, c'est le seul film de Tim Burton qui m'a fait pleurer. J'ai jamais pleuré devant Édouard au Mât d'Argent, moi, et je vois pas ce qu'il aurait d'autre dans sa carrière qui vraiment a un impact émotionnel fort. J'ai un film que j'aime beaucoup, Big Fish. Je sais qu'il y a plein de gens, de fans de Tim Burton, qui commencent à dire que c'est un de ses mauvais films du moment où il a commencé à décliner. Moi, franchement, j'aime beaucoup Big Fish, et c'est un film, je me souviens de la fois où je l'ai découvert, j'ai pleuré, donc il est dans cette liste parce que Tim Burton, il m'a pas fait pleurer 2 fois, il m'a fait pleurer qu'une fois. Et pour parler de films qui ne sont pas que des films américains, en film belge qui m'a fait pleurer, il y a Alabama Monroe, là on touche un sujet difficile, hein, le rapport aux enfants et tout ça, et ça m'a dévasté, Alabama Monroe. Pareil, par une séquence musicale, hein. Il y a souvent la musique, moi, c'est vraiment un déclencheur fort. Il y a une séquence de gens qui chantent Le lion est mort ce soir, en accueillant quelqu'un qui sort d'un hôpital. Et ça marche très très fort. Mais bon, c'est dur comme film. Donc c'est flamand, hein, c'est un film en flamand. Je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Il a un nom, The Broken Circle Wheel, je crois, un truc comme ça. En anglais, Alabama Monroe en version française, je crois le titre. Et franchement, très très beau film, musical et émouvant. Alors, je sais qu'il y a un film qui est mentionné énormément par les gens qui trouvent que c'est le film le plus triste de l'univers, c'est Le Tombeau des Lucioles. Et moi, c'est un film qui m'a jamais fait pleurer. Étrangement, voilà, là on parle des sentiments. Moi, le sentiment du Tombeau des Lucioles, c'est quelque chose qui, en fait, est trop... il y a quelque chose... J'ai pas assez de positivité dans le film pour avoir les larmes qui montent. C'est-à-dire que moi, en fait, les larmes, c'est un espèce de... J'ai l'impression, je t'analyse ce truc, mais qu'il y a un espèce de changement de braquet entre un sentiment très sombre et un sentiment de joie ou de positif qui vient le remplacer rapidement. C'est un peu cette espèce de perturbation qui crée l'émotion qui me mène aux larmes. Et c'est vrai que Le Tombeau des Lucioles, c'est un film qui m'a déprimé, fondamentalement, mais qui m'a pas fait pleurer. Voilà. Bon, je sais que plein de gens ont pleuré devant le film, parce qu'en effet, c'est dévastant aussi, hein, je comprends, hein, mais moi, en tout cas, je ne le mets pas dans les films qui m'ont fait pleurer. Étrangement. Hein. Donc voilà, il y a quand même pas mal de films, il y en a d'autres, hein, ça c'est des one-shots. En film français, j'ai un peu cherché, j'ai eu du mal à trouver un film français qui m'a vraiment, vraiment ému. Il doit y en avoir, mais ça me sautait pas aux yeux, là, comme ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, à me recommander ou à me mettre des films français émouvants, parce que qui vont jusqu'aux larmes, parce que j'avoue que j'en ai pas 25 milliards. Doit y en avoir, mais même tu vois, des acteurs français qui arrivent à m'émouvoir comme un mec comme Robin Williams a réussi à m'émouvoir, il n'y en a pas tant que ça. C'est un peu surprenant, mais bon, c'est comme ça. Donc là, on va passer aux réals qui m'ont fait pleurer 2 fois. Ah là, c'est commence à monter la ligne. Alors, quel réal m'a fait pleurer 2 fois? Écoutez, il y en a un, il a fait pleurer tout le monde une fois, ça c'est sûr, et la deuxième fois, son film est moins connu, mais il marche aussi fort, c'est un certain James Cameron. Eh ouais, James Cameron avec Titanic, je pense que là... Bon, Titanic, moi je me rappelle très bien, cinéma, larmes comme pas permis, pourtant j'étais pas vieux, hein, mais ça fonctionnait sur moi, je pense que je le revois, je pleure à chaque fois. Voilà, pour moi c'est un summum d'émotions, Titanic.
C'est vraiment, je trouve ça dévastant. Donc, sur Titanic, il a fonctionné. Et le deuxième film qui me fait pleurer, c'est Abyss. Parce que, voilà, mais ça, c'est plus vieux. Abyss, quand j'étais enfant, je pleurais pas. Là, maintenant, avec le rapport au couple, cette espèce de... Ouais, de dévotion, d'amour qui finalement sauve tout le monde, ça frappe fort. Cette alliance qui bloque une porte. Ouais, non, j'aime bien. Voilà, donc ça me met la petite larme à l'œil. Et donc voilà, James Cameron, il a deux films. Mais pareil, il en a pas fait beaucoup. C'est vrai qu'Avatar, je pleure pas. Bon, tu es Terminator, je pleure pas. Mais ces deux-là, ça marche bien. Il y en a un où on pourrait croire qu'il aurait pu me faire pleurer moins ou plus souvent, et surtout, c'est pas sur les films les plus attendus sur lesquels je pleure, c'est un certain Hayao Miyazaki. Ouais, Miyazaki, moi je pleure. Sur Kiki la petite sorcière, j'ai pleuré. Ça m'a vraiment surpris. Et c'est une scène en plus un peu anodine et tout, vers la fin. Parce qu'en fait, il y a vraiment ce sentiment, un moment d'être au bout du rouleau, de plus être bien dans ta peau, d'être plus à ta place, et d'un coup d'avoir quelqu'un qui te redonne confiance en toi, où tu te recentres un peu, et c'est quelque chose qui la dernière fois que je l'ai vu, m'a vraiment happé, et m'a parlé fort, et j'ai vraiment eu une forte émotion sur Kiki la petite sorcière. Et donc j'ai eu la petite larme qui s'est versée, et en plus à la fin aussi, même pendant le générique de fin, et ça m'a fait pareil la dernière fois sur Totoro aussi. Totoro, qui est un film que j'ai vu plein de fois, mais j'avais jamais pleuré. La dernière fois j'ai pleuré au générique de fin. Voilà, avec cette charge émotionnelle sur la mère, sur les retrouvailles entre les enfants et leur mère. C'est vraiment quelque chose qui m'a happé. Et donc, c'est les deux films de Miyazaki où j'ai pleuré. J'ai jamais pleuré devant Mononoke, devant Chihiro. Mais Chihiro, je pense que je l'ai pas revu depuis très longtemps. Et je pense que la prochaine fois, peut y avoir un moment où je vais vriller. Donc peut-être qu'il passera dans la catégorie des 3 Miyazaki. Mais pour le moment, il n'est qu'à 2. Dans les deux films, alors surprenamment, il y en a un... il a fait pleurer beaucoup de monde dans beaucoup de films, mais moi, j'ai pas vu toute sa filmo, et en plus, il marche pas à tous les coups avec moi. C'est Steven Spielberg, ouais, Steven Spielberg. Écoutez, il a deux films qui m'ont fait pleurer aussi. Donc il a évidemment La liste de Schindler. Là, je trouve imbattable à ce niveau-là. Même si c'est pas pendant le film, l'épilogue suffit à être terminé. Bon bref, c'est redoutable. Et le deuxième, c'est Le Soldat Ryan. Voilà, Le Soldat Ryan, c'est vrai que Le Soldat Ryan, je pleure globalement après le débarquement, quand il y a le passage sur les frères Ryan, et je peux repleurer à la fin. Voilà, donc Spielberg, il est connu pour être le maître de la maîtrise de la larme et tout ça, donc c'est un peu une banalité que je dis, mais c'est vrai que moi, E.T., ça n'a jamais fonctionné. J'ai pas vu l'Empire du Soleil. Faudrait que je le voie d'ailleurs, quand même, un de ces 4. Mais en tout cas, après, voilà, par exemple, Cheval de guerre, non, ça n'a pas fonctionné. Bon, il y a tous les autres, vous imaginez que ça n'a pas fonctionné, mais voilà, sur ces deux exemples, Soldat Ryan et La liste de Schindler, il a réussi coup sur coup à m'avoir, le bougre, le bon vieux Steven. Et je pense qu'il n'est pas au bout de sa peine. Il peut encore faire peut-être un dernier film qui va m'avoir, allez. J'y crois. Alors, il y en a un autre qui m'a fait pleurer 2 fois, mais lui, je pense que c'est parce qu'encore une fois, j'ai des manques dans sa filmo. Parce que je crois qu'il y a 2-3 films qui vont réussir à me faire pleurer quand je me replongerai dedans. C'est la légende, c'est Clint Eastwood, évidemment. Parce que j'ai jamais vu Sur la route de Madison. Et je sais que, apparemment, c'est un film qui fonctionne bien pour ça, qui est très émouvant. Donc pourquoi pas, je le découvrirai peut-être un jour. J'ai jamais vu, par exemple, L'échange. Donc pareil, on m'a dit que ça fonctionnait fort. Par contre, j'ai vu Mystic River. Pareil, ça m'a dévasté. Et $1 Million Baby, ça m'a dévasté aussi. Donc voilà, c'est les 2 films de Clint qui ont réussi à me faire pleurer. J'ai un moment, je me suis demandé si j'allais pleurer devant Space Cowboy. Et je crois pas quand même. Je crois pas. Mais c'est... Bon, ça aurait pu, parce que je l'ai vu jeune en plus, et j'avais bien aimé. Mais voilà, donc je crois que c'est les 2 films de Clint qui m'ont fait pleurer, mais je pense que dans sa filmo, il a le potentiel de faire pleurer sur beaucoup, beaucoup plus de films. Tu vois, Impitoyable, c'est pas... J'adore et tout ça, mais c'est pas un film qui me fait pleurer. Après, encore une fois, il y a tous les films ne sont pas du tout faits pour faire pleurer, et c'est pas ce que les films recherchent, tu vois. Alors c'est marrant, parce qu'il y a des réals où je me dis, putain, en fait, c'est pas du tout des réals qui font pleurer, globalement. Tu vois, on en parlait encore une fois avec David The Film Talker, un réal comme Scorsese, il n'a jamais eu la moindre larme, je pense, dans un film de Scorsese. En tout cas, je n'ai pas le souvenir, quoi. C'est pas du tout son registre. Je pense aussi, par exemple, à les réals mexicains, qui sont très, très
populaires, hein. Je parle de Iñárritu, de Cuarón et de Del Toro, c'est des réals que j'aime énormément, et pourtant, je crois que je n'ai jamais pleuré devant un de leurs films. Que ce soit 21 grammes, que ce soit Le Fils de l'Homme, que ce soit les Hellboy ou même Del Toro quand il fait La Forme de l'eau et tout. Émotionnellement, sur le rapport aux larmes, en tout cas, ça ne m'affecte pas, quoi. Et d'ailleurs, il y a un autre réal qui a fait pleurer énormément de monde, et moi, ça n'a jamais réussi à fonctionner sur moi. Donc je suis un peu perplexe sur ce réal, parce que je crois qu'il a réussi à faire des cartons pleins sur certains spectateurs. C'est Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona, il y a des gens, je sais qu'ils ont pleuré devant l'Orphelinat, ils ont pleuré devant The Impossible, et ils ont pleuré devant Monster Call, et ils ont pleuré devant Le Cercle des Neiges. Donc Juan Antonio, je crois que personne n'a pleuré à part de tristesse face à une partie du scénario de Jurassic World Dominion, là. Non, celui d'avant, The Lost World, je sais plus comment il s'appelle, et personne, je pense, n'a pleuré devant la série du Seigneur des Anneaux. Mais voilà, donc Juan Antonio Bayona, il y a des gens qui sont très très affectés par ces films. Je sais que quelques minutes après minuit, ce Monster Call, là, celui-là, il a dévasté du monde. Moi, j'ai vu des podcasts, ils en parlaient, toute l'équipe de Capture Mag et tout, ça les a ravagés, et tant mieux pour eux. Mais moi, je suis resté un peu à la porte du film, donc pour le moment, ça n'a pas marché, mais je ne désespère pas de revoir les films de Bayona et de me faire avoir par le monsieur. Voilà, j'espère un moment que ça va fonctionner. Après, on parle de lui comme étant vraiment l'héritier de Spielberg, bah, c'est dans cette capacité à aller chercher les larmes, l'émotion chez le spectateur. Spielberg, il est fort pour ça. Ouais. Alors, dans les films classiques, pas facile, hein, parce que là, avec David, on parlait de film de Billy Wilder. Hein, Billy Wilder, j'ai jamais pleuré devant un film de Billy Wilder, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a plein de réalisateurs un peu classiques. Friedkin, j'ai jamais pleuré devant un film de Friedkin. Je suis pas sûr que j'ai déjà pleuré devant un Coppola. Je pense pas avoir pleuré devant un Hitchcock, c'est sûr. Hitchcock, il m'a jamais fait pleurer, par exemple. Donc il y a pas mal de réals comme ça, ou Carpenter, je suis pas sûr d'avoir déjà pleuré devant un Carpenter. C'est pas leur registre, quoi, du tout. Après, par contre, il y a un réal qui a réussi à me faire pleurer. Alors, il pourrait me faire pleurer 2 fois. J'aurais pu le mentionner en one-shot. Non, mais c'est Frank Capra. C'est vrai que Frank Capra, avec La vie est belle, bon, bah là, c'est un film où quand on rentre dedans, là, il y a quand même des moments très forts qui peuvent fonctionner sur la fin. Et le deuxième, qui m'a fait pleurer, c'est You Can Take It With You, qui est un film que j'aime beaucoup, où il y a un moment, un élan d'altruisme et d'humanité qui fonctionne très bien sur moi. Donc voilà. Donc pour le coup, c'est un film qui m'a fait pleurer. Donc après, il a 2 points. Oh, mais Clint Eastwood, je viens de réaliser que j'ai oublié un film de lui, donc il passe à 3. Parce qu'en fait, j'ai pleuré devant Sully. Et oui, un moment improbable. Oh, c'est drôle quand on pleure à des moments improbables. Ça arrive, hein. Moi, franchement, il y a des moments où je me dis, putain, mais je dois être le seul au monde à pleurer à ce moment-là. Et donc, Sully, j'ai pleuré au moment où on sent que la ville de New York, enfin, il y a une espèce d'alliance des New-Yorkais qui viennent participer au sauvetage. Et ça m'a eu, quoi. Vraiment, j'étais là, ce sentiment d'altruisme, de dévotion, de solidarité, de communion entre les hommes et les peuples. Et bah, ça a fonctionné sur moi de ouf. Donc, Clint Eastwood, il a 3 films. Ah ouais, donc si je pleure devant, par exemple, Sur la route de Madison et L'échange, il passera à 5 films et il deviendrait le numéro 1, quoi. Donc je referai une update un jour si je me replonge dans ces Clint Eastwood là et qui fonctionne sur moi. Ouais. Alors je fais une petite aparté parce que j'ai déjà pleuré aussi devant des documentaires. Ouais, c'est possible de me faire pleurer grâce à un doc. Y a des docs qui marchent très très fort. Hein. Je sais que j'ai été très ému devant Jim and Andy, le documentaire Netflix avec Jim Carrey sur le tournage de Man on the Moon. Parce que y a un côté la perdition de Jim Carrey à ce moment-là, et à la fois son recul sur la situation et le fait que c'est un homme qui affronte finalement sa dépression par son travail. Ça m'avait vraiment affecté. J'ai pleuré devant le documentaire Man on Wire, qui a été adapté en film par Robert Zemeckis dans The Walk, c'est ça, qui est un film sur donc l'homme qui a tendu un fil entre les 2 tours du World Trade Center pour faire du funambule. J'ai pleuré parce que le documentaire, et ça, on est vraiment sur ce rapport de fin d'aventure. Il y a un moment à la fin où il raconte, où il passe à autre chose, quoi, et ça m'a dévasté. Ça m'a dévasté. Et alors, truc hyper bizarre, ça c'est vraiment un peu surprenant, j'ai pleuré devant le documentaire de Yann Arthus Bertrand, qui s'appelle Home, je crois, qui est un documentaire
d'endroits vus du ciel avec une voix off qui t'explique des trucs et qui globalement te montre que la planète, elle va mal, mais elle est sauvable. Et j'ai pleuré à la fin quand il donne les espèces d'alternatives qui sont... qui dit, alors il y a une voix off qui est un peu en mode, je sais plus c'est quoi cette formule rhétorique hein, que Hollande avait utilisée en disant moi président, là c'est en disant tout n'est pas fini, enfin tout n'est pas perdu, on a, non, tout n'est pas perdu, on a un système pour créer de l'énergie grâce aux vagues au Danemark, et là quand ils ont listé ces trucs-là, j'étais ému par ce truc-là, j'étais aux larmes en mode ouais putain, on peut y arriver, l'humanité peut encore sauver cette putain de planète, allez, enfin se sauver en sauvant la planète, hein, parce que le caillou il sera toujours là après nous, hein, malheureusement, enfin bien heureusement plutôt. Bon bref, vous choisissez votre formule quoi. Mais en tout cas, de mes souvenirs, c'est les 3 docs qui m'ont fait pleurer. Je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Donc là, on va passer aux réalisateurs qui m'ont fait pleurer 3 fois. Hein. Donc on a dit Clint Eastwood, qu'on a repêché au dernier moment grâce à Sully, dans cette catégorie. Et il y en a 2 autres. On a un certain Robert Zemeckis. Ouais. Il a fait plus fort que Spielberg, finalement, Robert. Ouais, Robert Zemeckis, il a quand même fait des films qui marchent bien. Hein. Je veux dire, on parlait donc tout à l'heure j'ai dit Seul au monde en me disant... En parlant dans le texte, bah oui, Seul au monde m'a fait pleurer, et il m'a fait pleurer avec un ballon de volley. Voilà. Ouais, bah non, Wilson, je me rappelle, la première fois que j'ai vu le film, j'étais en larmes comme pas permis. Donc voilà, avec Seul au monde, il a réussi à totalement m'avoir. Il m'a eu cette année avec Here, en 2024, avec Here, le film qui est passé un peu inaperçu. Poum, dévasté à la fin, mais de même très belle manière. Et bon, bah, il m'a eu évidemment avec Forrest Gump. Mais alors Forrest Gump, il m'a eu sur le long terme, hein, parce que je l'ai vu des vingtaines de fois ce film, et ce n'est que récemment, lors d'un de mes derniers revisionnages, que j'ai eu la première fois où j'ai pleuré. Et voilà, j'ai pleuré à un moment où il raconte ses souvenirs sur les couchers de soleil, où en fait il remet en perspective. Il revient un peu sur tout ce qu'il a vécu, et voilà, on parlait du sentiment un peu de nostalgie qui peut m'avoir comme ça. Et là, franchement, bah ouais, Here, c'est un film, Here, Forrest Gump, c'est par l'âge, par le fait d'être devenu père, cette relation avec son enfant, que d'un coup, il y a une charge émotionnelle qui me frappe plus fort que quand je l'ai découvert quand j'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà. La maturité fait que des films, pam, frappent plus fort. Donc Robert Zemeckis, il est à 3. Il y en a un autre réalisateur américain qui est à 3. C'est un certain Franck Darabont. C'est vrai que c'est un réal pas sous-coté, mais on n'en parle pas tant que ça de Franck Darabont. Et pourtant, c'est un bon réal. Hein. Et voilà, il a fait évidemment La Ligne Verte, qui est un film qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas trop. Moi, je l'ai pas revu depuis longtemps, mais je sais que la première fois que je l'ai vu, j'ai été ravagé, clairement. Donc La Ligne Verte, boum, dans ma gueule. Il a fait évidemment Les Évadés. Les Évadés, il marche sur plusieurs moments avec moi, hein. Notamment le moment où quelqu'un écrit au couteau sur une poutre, qui est un moment qui marche très fort. Donc Les Évadés, La Ligne Verte. Et récemment, j'ai découvert The Majestic pour un live de John Ali, là. Et écoutez, il m'a eu. Le film n'est pas grandiose, hein, mais il m'a eu à un moment. Il y a Jim Carrey qui fait un discours, et hop, ça a réussi à m'avoir. Sur un petit moment, ça n'a pas duré longtemps. Mais voilà, de temps en temps, je me fais avoir par les petits moments. Hein. Comme je disais, moi, je pleure à des moments improbables. J'ai pleuré récemment devant le film sur Bob Dylan, là, un parfait inconnu. Parce que il y a un moment, il y a un concert au milieu du film où il chante une chanson qui est hyper importante pour moi. Et donc, connexion, hop là, Shalad, voilà. Tout simplement, parce que ça ramifie dans le film. Je trouve que le moment est très bien fait, et la chanson me parle beaucoup, raconte quelque chose. Donc voilà, et je pense que vraiment personne ne pleure à ce moment-là dans le film, normalement. Enfin, dites-moi si vous avez pleuré sur le film de Bob Dylan. Enfin, pas sur Bob Dylan, de James Mangold. Et il y a un dernier réal qui a un 3 sur 3 aussi. C'est un réal du muet, qui n'a pas fait que des films muets, mais c'est Charlie Chaplin. Ouais, Charlie Chaplin, écoutez, il m'a fait pleurer 3 fois aussi. Il m'a fait évidemment pleurer avec le Kid. Là, franchement, très efficace, très émouvant. Il m'a fait pleurer avec Les Lumières de la Ville. Alors là, on parle d'efficacité, c'est tellement un grand film et tellement beau ce film. Et il m'a fait pleurer avec Le Dictateur, notamment grâce à son discours de fin. Alors c'est pas un pleur genre d'émotion, c'est plus un pleur de
de chamboulement vis-à-vis de ce qui est dit. En plus, ce discours, moi, c'est un discours que j'ai vu réinterprété avant de voir le film dans une vidéo YouTube qui, à l'époque, avait pas mal tourné dans de Monsieur Mondialisation, où il se mettait en V pour Vendetta, et il faisait le discours, et il mettait en parallèle des images d'archives de notre monde contemporain, et on se rendait compte que le discours de Chaplin, il est encore d'actualité, il marche encore aujourd'hui, enfin, tout pourrait remarcher. Et bon, bah, j'étais un peu en mode activiste de canapé, hein, mais ça m'avait travaillé, et quand j'ai revu le film et que ce discours a lieu, bah, poum, dans ta gueule, Zoltan. Et donc, bah, les larmes qui coulent, et donc, 3 sur 3, enfin, Charlie Chaplin rentre dans cette belle catégorie des 3 films, et ouais. Il y a une fois, j'ai pleuré au générique de début du film, 2 fois, ça m'est arrivé récemment. Parce que dans les deux, j'ai oublié de dire, dans les deux, il y a un certain Pete Docter quand même qui m'a eu. Ouais. Pete Docter, il m'a eu à La Haut, évidemment, et il m'a eu à Vice Versa. Parce que Vice Versa, moi je pleure, j'ai pas pleuré la fois où je l'ai découvert au cinéma, mais je l'ai pleuré là cette année quand je l'ai revu, je l'ai montré à ma fille, et bah, j'ai pleuré au tout début, parce qu'au début, il y a la naissance de Riley, et ça m'a ramené à ma fille, j'avais vu le film avant qu'elle naisse, et là je lui montre le film, et émotion, on ramène à ta vie les émotions fortes, bref. Donc Pete Docter, grâce à ces 2 films, il a réussi à me tirer les larmes, parce qu'il marche bien, le petit Pete. Et donc je disais qu'au début j'ai pleuré devant un film, pareil au générique de début, donc ça a été pour Vice Versa, mais c'est au moment de le revoir, et j'ai pleuré au générique de début de l'Odyssée de Pi de Ang Lee. Alors on peut dire, mais pourquoi tu pleures au générique de début du film? C'est improbable. Je me rappelle mes potes qui étaient avec moi avant le cinéma, ils comprenaient pas parce qu'ils ont bien repéré que j'étais fébrile. Mais pourquoi, mec? La musique est belle, c'est des tableaux dans un zoo, on voit des animaux et tout ça. Mais pourquoi pleurer, quoi? Et ben, en fait, j'avais lu le livre 2 semaines avant, et donc j'avais l'histoire qui m'avait habité, et en fait, de voir ce générique de début m'a projeté en fait tout le reste qui allait arriver, que j'avais lu, et m'a ramené en fait, c'est comme si je revoyais le film pour la 2e fois, et qu'en le voyant, je me repensais à tout ce qui s'était passé, quoi. Et donc l'émotion du livre m'a happé au moment de regarder le film. C'était intéressant, c'était hyper fort comme sentiment. Film que j'ai vu en 3D à l'époque, une des meilleures 3D que j'ai jamais vu au cinéma. Franchement, ce film, si vous avez l'occasion de le voir en 3D quelque part, voyez-le en 3D, la mise en scène en 3D est démentielle. Et c'est aussi un beau film, j'aime beaucoup. Et donc, on arrive au grand gagnant, 4 films. Alors, un peu étrange, parce qu'il y a des films, on se demande si c'est lui qui les a réalisés, enfin, il n'est pas connu pour ces films-là. Mais, bon, normalement, dans les adieux, vous avez un film qui a fait pleurer, je pense, tout le monde, qui est un grand classique de la chialade, hein. Et donc, c'est lui qui l'a réalisé. C'est le réalisateur de Toy Story 3, Lee Hulkrich, qui donc a réalisé Toy Story 3. Toy Story 3, autant vous dire que en termes de chialade, c'est d'une puissance, laisse tomber. Celui-là, pour le coup, j'ai pleuré plusieurs fois à mes revisionnages. Ma fille l'avait regardé tellement de fois qu'à un moment, non, j'étais anesthésié. Mais la première fois, la redécouverte, et la fois d'après, j'ai encore pleuré. Bref, très fort. Il a fait Coco. Coco, écoutez, ça marche bien aussi. Hein. Au moment où Coco, justement, se souvient du nom de son père et tout ça, là, waouh, émotion forte, Coco. Et il est co-directeur. Donc c'est un peu bizarre dans les films d'animation, ça se trouve, il est notifié en tant que co-réalisateur sur Monstres et compagnie. Monstres et compagnie, les adieux avec Boo. Oh oui! Oui, ça frappe fort. Et Nemo. Alors Nemo, je pleure à un moment très bizarre. Je pleure à un moment très bizarre dans Nemo. C'est le moment où les événements, enfin les péripéties de marins sont racontées d'animaux en animaux à travers l'océan pour arriver jusqu'à la mouette qui en parle à Nemo. Et ce moment-là de te rendre compte que t'as Marin, qui est un peu le personnage un peu chiant au départ, machin, qui finalement a soulevé des montagnes pour son fils, et que son récit est transporté dans tout l'océan tellement il est magistral et qu'il arrive jusqu'aux oreilles de son fils. Oh, blam, ça m'a dévasté fort. Et donc voilà, donc Nemo, si je m'en réfère à la page IMDb de Monsieur Lee Hulkrich, qui a réalisé donc ces 4 films, co-réalisés en partie, et ben le monsieur a 4 films, et donc c'est le seul réalisateur pour le moment
qui m'a fait pleurer 4 fois. On est sur du Pixar, et c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, je me dis, putain, en fait, il avait vraiment cette vibe émotionnelle, Lionel Critch. C'est lui qui arrivait à injecter une émotion forte dans quasiment tous les films qu'il a fait, parce que les 4 qu'il a fait chez Pixar, ils m'ont dévasté. Donc voilà, pour le coup, j'ai sûrement peut-être oublié des gens dans les catégories 2 et 3. 3, je pense pas, parce que quand même, 3, un réal fait 3 films qui te fait pleurer, normalement, t'es supposé un peu l'avoir identifié. Et n'hésitez pas, moi, par contre, à me dire, vous, dans les commentaires, les films qu'il faudrait que je voie pour pleurer. Je l'ai pas mentionné, par exemple, c'est vrai que j'ai pas mentionné N'oublie jamais, mais c'est un film qui m'a jamais fait pleurer, par exemple, N'oublie jamais. Je sais qu'il est considéré comme étant un énorme tire-larme. Il y a pas mal, tous les films, les films romantiques, c'est pas une garantie que je pleure. C'est pas une garantie que je pleure à une histoire romantique. Mais bon, ça peut arriver quand c'est bien fait. De toute façon, globalement, je me fais avoir. Hein. Enfin, je me laisse avoir. En tout cas, j'apprécie être eu. Voilà. Bah, écoutez, on aura parlé un peu de pleurs, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quels sont les films qui vous ont fait le plus pleurer. Essayez d'identifier quel est le réal qui a fait le plus grand nombre de films qui vous a fait pleurer. Et voilà, on parle de pleurs dans les commentaires. Je suis curieux de vous lire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!